FPS, spécialiste de la transformation de conteneurs en Lorraine, soutient les Dragons. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag, le tout dernier de la saison. Et quelle saison nous avons vécu avec Metz Handball, auteur d'un deuxième doublé Coupe de France championnat de suite. C'est une grande première dans l'histoire du club de Thierry Weisman. Et justement, nous avons l'honneur pour cette dernière émission d'accueillir le président messin. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et pour l'occasion, comme vous pouvez le constater, le public est de sortie à Moselle TV. Bonsoir. En face de vous, Mathieu Anquinet et Thibaut Pigeon, nos chroniqueurs chéris. Salut les gars. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Bonjour Arnaud, bonjour Thibaut, la forme? Comme toujours, ça va, merci. Et bon, on commence, si vous le voulez bien, tout de suite cette émission. On va revenir sur le titre en Coupe de France de la semaine passée. C'est la première mi-temps. C'est vrai que Thierry, on en a déjà parlé. Par le passé, Metz Handball avait déjà réalisé le doublé. C'était le championnat et la Coupe de la Ligue de 2005 à 2009, mais jamais dans son histoire de doubler 2 années de suite, championnat, Coupe de France. Est-ce que ça a encore plus de saveur ? Oui, alors on voit à quel point c'est compliqué parce que dans les sports collectifs majeurs, je pense par exemple au foot avec le PSG ou même au handball masculin, il n'y a pas un club cette année qui a réalisé le doublé Coupe Championnat, donc c'est déjà un exploit en soi. Le faire 2 années de suite, c'est encore plus exceptionnel. On l'a peut-être fait par le passé avec la Coupe de la Ligue, mais l'adversité n'était pas la même à l'époque. Donc je trouve que c'est absolument exceptionnel et c'est une saison qui est une des plus belles parce qu'avoir gagné tous les matchs contre les équipes françaises, c'était loin d'être gagné au début de la saison. Donc oui, prouesse extraordinaire. Et quand on voit ces images de joie des joueuses qui lèvent le trophée, puis on va le voir après, il y a eu une très très belle communion à Paris. C'est aussi une grosse satisfaction. Le public cette année a répondu présent comme jamais. On a regardé nos chiffres d'affluence et de recettes, bien sûr. Il y a une communion extraordinaire. Il s'est passé un truc depuis le match à Dortmund, je pense, l'année dernière. Et depuis, on a encore plus de ferveur au niveau du public. C'est aussi une des grosses victoires de la saison. Et puis sportivement, collé 37-24 à Paris 92, qui était au départ l'une des 3 autres équipes du Big Four, c'est là aussi très impressionnant. On le dit à chaque fois, c'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu de se retrouver dans une situation pareille. On va redire une dernière fois pour cette année que l'équipe ne ressemblait à rien, selon Manu, au mois d'août dernier, et qu'on avait pris une fessée contre Bietigheim. Effectivement, quand on regardait sur le papier Brest, Paris et Nantes, on s'est dit que ça serait compliqué. En Coupe d'Europe, Manu m'avait dit qu'il faudra essayer de viser la 6e place pour pouvoir jouer un 8e, donc c'est que du bonheur. Et bien sûr, on le redira encore, tout le mérite en revient à Manu et aux filles qui ont bien voulu travailler autant. Mais à Manu et son staff ont fait un travail considérable. Avec le recul, est-ce que Manu il est d'une nature un petit peu pessimiste pour dire ça, ou il est quand même assez lucide? Non, je pense qu'il regardera l'émission, mais je vais le dire. Oui, il est, je le trouve... alors c'est la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, soit très pessimiste, soit parfois trop réaliste, je ne sais pas comment le dire, mais c'est une de ses qualités parce que le fait de douter, ça l'incite à travailler encore et encore. Messieurs, c'est vrai que cette victoire, je rappelle le score quand même, 37-24, malheureusement il n'y a pas eu de finale finalement puisque Metz Handball a écrasé la concurrence. Thibaut, malgré le retour de Méline Nokandi. Il y avait déjà eu un écart comme ça il y a quelques semaines en Ligue Butagaz Énergie et on avait reparlé ici il y a quelques émissions du fait est-ce que la finale sera plus disputée du fait que ce soit une finale. On était tous assez unanimes pour dire que oui, une finale c'est différent du championnat et au final on a pu voir que il y a un tel écart qu'il y avait quand même un écart assez important entre les 2 équipes, même si encore une fois le mérite en revient aux joueuses, au staff, parce que c'est le résultat, je pense, du travail de toute la saison qui a payé sur cette finale-là. Mathieu, ton analyse de cette finale, c'est vrai qu'on a l'habitude presque de se radoter finalement quand on dit les joueuses vraiment du match. Atadou Sakho, tout simplement encore exceptionnel. Christina Jorgensen qui finit cette saison de façon incroyable. Chloé Valentini qui s'est régalée sur son aile gauche. Et puis j'oublie toutes les autres, parce que Sarah Boukti, Tamara Horacek, Bruna De Paula ont également fait un gros match.
Ouais, Metz Handball a fait du Metz Handball quelque part. On pouvait se poser des questions sur le fait qu'avoir des célébrations, avoir des honneurs en mairie, avoir toutes ces choses-là, avant de jouer une dernière finale, ça pouvait peut-être perturber les états d'esprit, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne à Metz Handball, et ces questions-là, elles ont vite été écartées dès le début du match d'ailleurs. Pendant ce temps-là, du côté de Paris 92, on s'attendait à une équipe plus conquérante avec du repos. C'est une équipe qui était cramée en fin de championnat, qui a eu le temps peut-être de se retaper un petit peu. Le retour de Méline qui aurait pu insuffler quelque chose de différent et qui finalement n'a pas réussi à s'élever au niveau de cette équipe messine qui continue de faire mentir les pronostiqueurs d'une certaine manière, d'une manière générale, parce que elles ont tué le match très rapidement. Donc c'est encore une grande victoire de Metz Handball face à une équipe, tu l'as dit, qui aurait dû être un concurrent sur le top du championnat et qui finalement n'a pas réussi à s'élever à ce niveau-là. Thierry ? Oui, je vais rebondir, Arnaud, sur ce que vous avez dit, et notamment citer Atadou, Chloé et Christina. Et c'est ce que j'ai dit à la fin du match à Manu. Je lui ai dit, tu vois, les trois grandes dames du match seront encore avec nous l'année prochaine. Donc ça empiète peut-être sur le futur de l'émission, mais je crois qu'on a vraiment le droit d'être optimiste aussi, puisque les 3 meilleures joueuses de la finale de la Coupe de la Ligue seront là l'année prochaine. Donc c'est un gage. Et puis une deuxième chose, effectivement, l'équipe a été sérieuse malgré les célébrations, les choses. Il y a une culture de la victoire à Metz, on le dit, mais il y a surtout une pression énorme. Et c'est marrant parce que dans ma voiture, juste quand vous avez appelé Arnaud, j'ai été avec une joueuse de Paris au téléphone. Et cette joueuse qui est venue chez nous à Metz, qui était à Metz auparavant, elle me disait qu'elle était très étonnée de la différence de pression mise par le président à Metz, puisque Manu aussi le dit, je vais quand même une pression importante par rapport au fait que, bon, trahir un peu les secrets, mais je veux dire, il n'y a pas du tout la même pression à Paris de la victoire ou quoi. Moi, je suis stupéfait. Une équipe qui est le dos au mur, qui termine la 7e place et qui doit jouer la Coupe d'Europe, je m'attendais vraiment à un match qui serait complètement différent de la vexation du match d'avant. Ça n'a pas été le cas et je suis assez étonné que la direction des autres clubs ne mette pas la même pression de la victoire. C'est la même chose à Brest. Il n'y a pas du tout, on a des contacts des joueuses de Brest, il n'y a pas la même pression. Alors Manu me dit toujours que je mets une pression énorme. Oui, je mets une pression énorme. Et je pense que ça aide un petit peu à certains moments. On ne peut pas se relâcher. Et il y a une pression et une obligation de victoire. Est-ce que tu as été surpris quand même par la fin de saison de Paris 92 qui a complètement été dans le dur, que ce soit en championnat avec cette 7e place et donc cette défaite en Coupe de France? Oui et non. Oui, parce que je m'attendais à une toute autre saison de la part de cette équipe. Ça faisait partie des matchs dont j'avais peur. Surtout le retour, je me suis dit qu'à un moment donné, je me suis dit que le titre allait peut-être se jouer là-bas et donc j'avais très peur de ce match-là. Et non, parce que, encore une fois, on a des contacts avec des joueuses de Metz qui sont passées là-bas et je connais la différence de pression et comment je peux dire, d'intensité d'entraînement par rapport à ce qui se passe à Metz et de fréquence aussi d'entraînement. Je veux dire, je sais pas comment je vais dire, c'est difficile de dire, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent autant que Manu et son équipe. D'ailleurs, il m'est arrivé encore cette année d'avoir des refus de joueuses parce qu'on estimait qu'on allait trop travailler et que c'était trop pour elles. Et pourtant, à Paris 92, l'entraîneur, c'est Yacine Messaoudi qui a été biberonné à Metz Handball. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de joueuses de Metz Handball qui sont à Paris 92. Laura González-Ortega, Nyoncia Nyonbla, Méline Nokandi, Laura Flip, Astrid Ngouan. C'est quand même pas mal. Il a été biberonné au centre de formation, mais pas par l'AD. C'est ce qui fait toute la différence, à mon sens. Tout à fait. Thibaut, la pression d'une manière générale dont parle le président, est-ce que toi tu le ressens aussi sur le terrain quand tu es speaker pour Metz Handball, tu sens que tout de suite il se passe quelque chose au niveau de l'équipe? J'ai la pression partout. Hein. Je le vois rigoler, oui, non. Témoigner. Non, forcément, oui, on ressent, mais l'intensité déjà à l'échauffement, surtout aux arènes avec Nico Jarza qui prend en main l'échauffement à un moment pour faire monter l'intensité à partir de ce moment-là, et c'est aussi ce que je dis au public, c'est là que voilà, l'échauffement monte à l'intensité, on rentre vraiment de plein pied dans la rencontre et là on sent que oui voilà, ça y est, on est dedans et c'est parti. Il y a la pression on la ressent forcément. Mais elle est mise partout par le président et par le coach aussi, sur le speaker. À certains moments, sur l'ordre d'entrée des joueuses, sur plein de détails qui finalement sont extrêmement importants. Pour toi aussi, Mathieu, c'est peut-être aussi ce qui change tout d'un grand club à un très grand club, puisqu'on va le rappeler peut-être une dernière fois, Metz Handball est le club le plus titré en France, tout sport confondu.
Oui, cette pression, elle permet peut-être de tenir les promesses. Moi, j'ai le souvenir de Thierry Weisman, après une défaite en finale de championnat à Brest, qui dit « Attention, une fois, pas deux, l'année prochaine, on revient et on reprend notre titre. Il faut le faire aussi face à des supporters, dans une salle extérieure, de lancer des propos comme celui-là. » Finalement, Metz Handball a tenu sa promesse la saison suivante, avec une saison qui était à nouveau historique. Donc, c'est aussi ça qui fait que Metz Handball va aussi loin, c'est de savoir se fixer des objectifs et mettre le nécessaire en place pour les atteindre. Je dis on en perd une tous les 5 ans. C'est ça. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport au travail peut-être un peu moins présent à Paris 92, est-ce que c'est l'une des raisons du départ de Kamila Misiewicz à Paris 92 ? Oui, alors je ne sais pas si c'est le travail, mais en tout cas, il y a la Champions League, on joue toutes les compétitions à fond, ça fait beaucoup de matchs. Et Chamila, après avoir longtemps hésité, m'a expliqué qu'elle pense que pour son corps et pour son genou, c'était mieux de jouer un peu moins de compétition. Elle va être servée puisqu'il n'y a même plus la Coupe d'Europe. Est-ce que c'est comme une déception? Parce que c'est vrai que cette saison, pour elle, elle est blanche. Vous lui avez accordé votre confiance, ta confiance l'année passée, et finalement, quand elle est rétablie, elle va voir ailleurs. C'est très frustrant d'accompagner une joueuse pendant un an, puisqu'elle n'a pas joué pendant un an. Une ligamentoplastie, normalement, c'est 6 mois, mais c'était la 3e pour elle, donc c'est compliqué. C'est frustrant d'assumer, mais c'est notre travail, le salaire, l'appartement, la voiture, les soins, la mise à disposition du préparateur physique, et que la joueuse s'en aille. Mais bon, c'est la loi du sport, et on a, avec Manu, on fait preuve souvent de sentimentalisme ou d'attachement ou d'affection. Certaines joueuses, à certains moments, regardent leur intérêt, et puis c'est comme ça, hein, mais ça n'empêche pas... Nous, quand même, toute l'affection qu'on a pour Chamila, c'est une fille très bien, et on peut comprendre aussi qu'elle veuille ménager son genou l'année à venir. C'était un peu comme ça avec Astrid aussi. On va continuer, messieurs, à faire le bilan de cette saison tout de suite dans la deuxième mi-temps. Thierry, est-ce qu'on peut parler de saison historique? Je l'ai dit tout à l'heure, première fois qu'il y a un deuxième doublé de suite. Malgré tout, on ne peut pas nuancer que cette Ligue des Champions, ce Final Four, tendait les bras à Metz Handball quand on est premier de sa poule en Ligue des Champions, qu'on évite la case barrage et que malheureusement on est éliminé en quart de finale. Est-ce qu'on peut dire quand même que la saison est réussie, mais que la saison est historique? Oui, la saison elle est historique parce que, moi je vais vous dire, à chaque fois qu'on est champion de France, maintenant la saison sera historique. Parce que quand vous en avez 24 ou 25 et que vous êtes l'équipe à battre et toutes les équipes ne font que rêver de battre Metz. Et puis je dis toujours, quand Manu est arrivé, je lui ai dit, tu verras, toutes les joueuses qui sont blessées, quand tu prépares tes matchs, fais comme si elles seront là au prochain match. Et c'est ce qui s'est passé avec Méline, elle ne joue pas de la saison et elle est ressuscitée quand il faut jouer contre Metz. Oui, c'est historique maintenant à chaque fois qu'on en gagnera un de plus, parce que c'est très compliqué de rester au sommet. Alors après, il y a le doublé Coupe de France, il y a le fait d'avoir gagné tous les matchs contre les équipes françaises, c'est quand même monstrueux, parce que on voit bien vis-à-vis de Brest, Nantes ou Paris ou d'autres qu'on peut avoir des passages à vide. Maintenant, concernant la Coupe d'Europe, ce qui est historique, c'est la déception des gens, parce qu'il y a quelque temps... c'était historique de se qualifier. Maintenant, on dit c'est historique de ne pas se qualifier, presque. Bon, c'est vrai que c'est une grosse déception, mais regardez, les deux équipes de Bucarest, ils ne sont pas allés. Odense n'y est pas allé. Enfin, voilà. Et chaque année, il y a malheureusement de très bonnes équipes qui restent sur le carreau. Budapest n'y était pas allé pendant des années. Elles sont allées jusqu'en finale. C'était une très bonne équipe. Je pense que le match aller, on avait surjoué un peu. Et puis que le match retour, on a sous-joué. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mais pour moi, la saison historique, la déception, elle est toujours là. Et c'est pas la victoire en Coupe de France ou la victoire en championnat qui vont l'effacer. La cicatrice, elle sera présente longtemps. C'est pas les mêmes peines, c'est pas les mêmes joies. C'est comme si vous demandez, est-ce que tu préfères ton fils ou ta fille, ou quelle fille tu préfères? C'est des choses, voilà, c'est un amour différent. Et c'était une déception ou des joies différentes. Mais c'est une saison historique, bien sûr. Je peux déjà vous dire aujourd'hui que je signe tout de suite pour la même l'année prochaine. Personne ne s'en plaindra. Maintenant, la pression à Metz Handball, c'est de dire qu'il faut toujours faire mieux que la saison d'avant. Donc, on verra. Mais oui, c'est une saison fabuleuse, mais aussi en termes de public, d'affluence, de ferveur, de fonctionnement de la boutique, de plein de choses. Est-ce que tu as pu comme regarder le Final Four de la Ligue des Champions? Je suis parti en week-end et j'avais de temps en temps un texto de Manu qui me tenait au courant.
ou de demi-filles, etc. Mais j'ai voulu m'évader, je comptais les jours pour que ça soit passé, je suis bien content que ça soit passé. Thibaut, saison historique ou pas pour toi? Il suffit de regarder les chiffres, 44 matchs, 41 victoires, un match nul, 2 défaites. Alors oui, il y a la défaite qu'on aurait tous voulu éviter, mais voilà, quand on présente ces chiffres-là, on ne peut que dire que c'est une saison historique. Comme l'a dit le président, que des victoires en Ligue Butagaz Énergie déjà. Encore une fois, quand on est l'équipe à battre, que toutes les équipes veulent faire tomber. On a vu à Toulon où ça s'est joué à un petit but. On a vu, il y a eu des matchs contre Paris aux arènes où ça s'est joué que d'un petit but aussi. Voilà, oui, saison historique, avec le public, avec la ferveur, avec tout. C'était juste un régal en fait. C'est pour ça, vivement la saison prochaine. Mathieu? Oui, de toute façon, aujourd'hui, il suffit de regarder un petit peu en arrière pour se rendre compte le chemin parcouru par Metz Handball et le tracé qui est le sien. Il y a une époque où Metz Handball en Coupe d'Europe, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une époque où Metz Handball en championnat, il y avait des petits aléas, etc. Là, Metz Handball réalise 2 saisons invaincues sur le territoire national, c'est énorme. Aucune équipe européenne ne néglige Metz Handball aujourd'hui. Avant de se déplacer ou avant de recevoir les jaunes et bleus, il y a forcément toujours une tension supplémentaire parce que c'est une équipe à battre, c'est une équipe qui est très compliquée à jouer aujourd'hui. Donc forcément, l'histoire, elle s'écrit aussi par ce moyen-là. Et puis, voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes, les trophées parlent d'eux-mêmes. On a déjà fait le compte du nombre de trophées soulevés par Metz Handball par rapport aux autres équipes françaises. C'est énorme. Voilà, peut-être que le Stade Toulousain demain va gagner un nouveau bouclier de Brennus, mais le Stade Toulousain est encore très loin de Metz Handball. Et pourtant, c'est une équipe un petit peu légendaire au niveau français. Metz Handball est au-dessus de tout ça. Et le public aujourd'hui commence à en avoir connaissance. Au-delà de Metz, au-delà de la Moselle, je pense que Metz Handball est bien établi. Et c'est aussi comme ça qu'on crée une histoire et qu'on crée une légende. Et c'est ce qui se passe ici. Thierry, au niveau de la notoriété, c'est vrai que Mathieu a parlé du bouclier de Brennus et du Stade Toulousain, au hasard, hein, vraiment. Mais en tout cas, c'est vrai que Metz Handball, malgré tout, n'a peut-être pas la médiatisation. Alors, à Moselle TV, au niveau de la presse locale avec nos confrères du Républicain Lorrain, oui, mais sorti de là, peut-être pas autant qu'il le faudrait. Oui, c'est difficile parce que nous, ici, vous avez raison, avec votre magazine, avec la presse locale, je pense qu'on est bien entouré, bien aidé, même si on aimerait toujours en avoir encore plus. Le football reste le sport roi, on est dans le sport féminin, on voit bien, je veux dire, les filles ont été championnes du monde, elles ont gagné des médailles, etc. Le même jour, vous avez Neymar ou Messi qui cherchent une chambre d'hôtel à Paris, ça fait la première page du quotidien sportif. C'est comme ça, on s'y habitue malheureusement, mais les connaisseurs, on a quand même en France et en Europe et même dans le monde des gens qui suivent cette équipe et qui nous envoient des félicitations d'endroits assez improbables. Donc la médiatisation pourrait être bien supérieure, mais je pense que Metz Handball a la cote, et en tout cas un capital de sympathie énorme et qui est inégalé à Metz, sur le territoire. Enfin, je pense que les gens adorent tous cette équipe, même ceux qui viennent pas ou même ceux qui sont fouteux. Ils adorent Metz Handball et je suis très content de l'image qu'on véhicule. Je voudrais redonner vraiment les chiffres qu'a donné Thibaut. C'est vrai que 41 victoires et simplement 2 petites défaites dans la saison. Ça, c'est tout simplement extraordinaire. Alors, messieurs, je vous ai demandé de me donner votre match de la saison. C'était pas simple. On verra si, Thierry, tu as peut-être le même que nous. En tout cas, toi, Thibaut, et sans surprise, tu as choisi le match qui, pour moi, t'a fait le plus vibrer, surtout sur la fin. C'est ce fameux match de janvier, quand Metz Handball a reçu Győr, que finalement Győr aurait pu l'emporter et que Metz Handball a changé la donne en une poignée de secondes. J'ai envie de dire, au niveau des émotions, clairement, bah oui, c'est ce match-là, c'est ce match Metz-Győr où ça peut basculer d'un côté comme de l'autre à la dernière seconde. Il y a Sarah qui récupère cette balle, qui donne à Chloé qui marque sur le buzzer. Donc là, au niveau des émotions, c'était juste indescriptible. La vidéo. Je t'ai jamais vu courir aussi vite. La vidéo, on la revoyait en boucle sur les réseaux sociaux dans la semaine avec le bruit du public. On se serait cru dans un stade de foot. C'était
C'était incroyable. Et le match aller à Győr aussi. Faut en choisir qu'un. Thibaut, il faut se mouiller. Et Metz-Győr, Győr-Metz. Voilà, c'est les deux mêmes équipes. Mais le match aller à Győr où on éteint quand même Győr dans sa salle, qui n'avait pas perdu depuis X années en Ligue des Champions à domicile, avec une maîtrise totale, absolue. Voilà, donc moi, c'est ces matchs-là qui m'ont marqué cette saison. Je t'ai dit de te mouiller parce qu'effectivement, c'était mon match. Donc ce match aller, donc la victoire de septembre à Győr, tout simplement parce que Metz n'avait jamais gagné à Győr et que c'est toujours un exploit d'aller gagner là-bas. Emmanuel Mayonade nous l'a dit sur ce plateau, ça fait certainement partie de son top 5 des victoires. Et puis finalement, c'est peut-être le point de départ de tout, ce match à Győr, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit Thierry, durant l'intersaison, durant l'été, il y avait peut-être quelques atermoiements, quelques incertitudes. Et ce match a dissipé beaucoup de choses et c'est le départ de cette magnifique aventure en Ligue des Champions qui ne s'est pas terminée comme on le souhaitait, mais en tout cas gagner à Győr, en tout cas ça a marqué les esprits. Toi Mathieu, pas de Győr. Tu sais, j'aime bien sortir des sentiers battus. C'est toujours la loi du plus Győr avec toi. Oh, attention, on part sur du jeu de mots compliqué là. Non, moi j'ai choisi le match aller contre le FTC. Voilà, ça peut surprendre, mais pour moi, on peut juger la détermination, l'envie d'une équipe à ces matchs à l'extérieur. Et contre FTC, Metz Handball avait vraiment saisi la mesure de l'équipe qui avait en face. Emmanuel Mayonade avait pointé les dangers, avait pointé le public, et j'ai vraiment senti une équipe déterminée dès l'échauffement, concentrée, la même détermination, la même concentration qu'on a pu voir sur le match contre Győr notamment. Et ça a payé, puisque avec l'historique, maintenant on voit jusqu'où est allée cette équipe du FTC, et on a pu voir que Metz Handball avait les moyens quand l'équipe était vraiment au diapason de faire très mal. Et c'est un match un petit peu particulier. Ça reste un ressenti aussi assez personnel parce que j'ai eu la chance d'être sur le bord du terrain, mais c'est vraiment un ressenti sur cette équipe qui serre les dents, qui va ensemble, et c'est aussi ça la nature de Metz Handball. Alors là on voit les images du match retour et de la défaite donc de Metz Handball contre FTC. Thierry, est-ce qu'il y a eu peut-être un changement d'état d'esprit par rapport au fait que le FTC soit en finale de cette Ligue des Champions? Parce que finalement, perdre contre le finaliste, ça peut-être atténue un tout petit peu la pilule? Oui, moi j'étais très content de cette victoire. On savait que FTC c'est une équipe solide. D'ailleurs c'est une équipe qui, les autres saisons, nous a aussi posé des problèmes. Et j'étais content de les voir en finale. En plus j'aime bien leur entraîneur, j'aime bien cette équipe. On a, Manu et moi, des contacts et des affinités avec des joueuses comme Lekis, Chuzvic, etc. Donc moi je respecte beaucoup cette équipe et on les a d'ailleurs invitées pour notre tournoi cet été. Donc je suis très content pour elles. Alors on me dit dans l'oreillette, Thierry, qu'il ne faut pas trop toucher au micro parce que ça grésille un tout petit peu. C'est marqué dessus. En tout cas Thierry, ton match de la saison, ça serait lequel finalement? Incontestablement Győr-Metz pour les raisons que tu as évoquées, c'est-à-dire c'est le point de départ de tout. On gagne à Győr, en termes de statut, on change dans l'Europe entière. C'est un coup de tonnerre. Je sais que Győr doutera maintenant tout le temps contre nous, et c'est ce qui est arrivé aussi au match retour. Et ça marque le handball mondial de battre Győr. Quelles sont les équipes qui sont allées gagner à Győr? Et surtout, c'est une prise de confiance pour toute notre équipe. Donc celui-là, incontestablement. Le fait que Győr n'arrive pas ou plus à gagner cette Ligue des Champions avec des moyens colossaux qui n'ont rien à voir avec Metz Handball, avec en plus la possibilité de jouer à domicile. Quelle est ton analyse par rapport à ça? Posez la même question à Brest, qui avec des moyens colossaux n'y arrive pas non plus. Ça prouve qu'avec l'argent on ne fait pas tout. Il faut de l'argent pour faire une équipe, mais c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a une équipe. Maintenant, c'est la juxtaposition de talent dans les deux cas. Et je vais me permettre une analyse. Je crois que Győr a perdu un peu de son âme en changeant de président. Il y avait un président historique, je ne dis pas ça pour le cas où je m'en irai, mais il y avait un président historique pendant des années, il n'est plus là depuis 2-3 ans, qui maintenait ce club à ce niveau-là. Ils ont mis une joueuse présidente, Anita Gorbitz. Je ne suis pas sûr qu'elle ait la même influence que le président historique et je trouve qu'ils perdent un peu leur âme. Maintenant, on verra l'année prochaine, renforcée par Bruna de Paola. Joueuse emblématique quand même, Anita Gorbitz, on s'en souvient notamment. Elle avait joué une finale contre les Bleus. Avec Bruna de Paola, avec Anna Gros, avec Amandine Leno, avec je ne sais pas qui, avec tant de Messines, ils vont peut-être y arriver. Thibaut, je t'ai vu réagir en tout cas sur le fait que Győr n'y arrivait plus, et notamment sur cet aspect financier. Le président l'a dit aussi, il a parlé de Brest, où
Ça peut se superposer avec d'autres sports. C'est le cas du foot où le PSG depuis 2011 est sous pavillon qatari avec des moyens illimités. C'est pas pour autant que parce que l'argent, mine de rien, ça fait pas tout. Il faut une osmose entre les joueuses qui avait, je pense, cette saison à Metz Handball. Il suffit d'écouter les Dragons quand elles parlent de l'ambiance qu'il y avait dans les vestiaires. Que c'était vraiment une famille. Il y a l'osmose avec le staff, avec Manu, voilà. Donc et ça clairement sans être dedans, on voit par exemple que ça n'existait pas cette saison, en tout cas à Brest par exemple. En tout cas, tu m'as appris qu'il y avait un club de foot au PSG cette saison. Je crois qu'il n'y avait que des mercenaires. En tout cas, on va passer tout de suite aux joueuses, selon vous, de la saison. Et on va commencer par toi, Mathieu, parce que pour une fois, ou comme d'habitude plutôt. Sort des sentiers battus. Exactement, avec Tammy Horacek. Je continue sur ma lancée. C'est sûr qu'on aurait pu parler de Bruna De Paola, de Chloé Valentini, dont on a déjà parlé toute la saison. Moi, j'avais envie de mettre en avant Tamara Horacek, qui pour moi est peut-être parfois un petit peu sous-cotée. C'est une joueuse qui a une grosse influence pour moi. Elle aime défendre, elle y va. C'est un endroit où il n'y a pas de statistiques notées dans le handball féminin. On ne prend pas forcément des notes là-dessus. Elle défend très dur sur toutes les joueuses qu'on peut lui proposer en face. Elle est capable offensivement, elle amène quelque chose. On la voit même depuis le banc donner des consignes, essayer de calmer les joueuses quand ça ne va pas, essayer de passer une énergie. C'est une joueuse importante qui pour moi aussi caractérise l'histoire de Metz Handball, puisqu'elle est elle-même fille d'une joueuse de Metz Handball. Elle a été, tu as utilisé le terme tout à l'heure, biberonnée à Metz Handball, même si elle est déjà partie. Elle a fini par revenir. Elle a une nouvelle fois fait partie d'une équipe qui a continué à marquer l'histoire comme on l'a évoqué. Et pour moi, ça a été une joueuse très importante de l'effectif cette année, même si elle a eu un temps de jeu plus fluctuant que certaines autres, même si elle n'a pas toujours eu 10 buts dans le match. C'est une joueuse qui pour moi a compté particulièrement, et même si elle part à Nantes l'année prochaine, je pense qu'on aura l'occasion de la revoir à un moment ou à un autre aux arènes, parce que c'est aussi sa maison. Temps de jeu assez fluctuant peut-être au début, parce qu'au fur et à mesure de la saison, elle a pris vraiment une autre dimension, et elle nous avait sorti notamment, tu as parlé du quart de finale aller de Ligue des Champions contre FTC, oui. Un match monumental. C'est une joueuse du centre de formation, Tamara Horacek. C'est vrai que Mathieu insiste sur le fait qu'elle est des deux côtés du terrain, et ça c'est peut-être aussi le plus dur, parce que forcément quand on défend dur, offensivement, pour garder en lucidité, c'est pas toujours simple. Oui, Tamara fait sa meilleure saison à Metz, on va dire, et c'est un excellent défenseur. Je pense qu'elle a été encore meilleure en défense qu'en attaque, mais elle a besoin de gommer quand même quelques irrégularités. Il reste encore des hauts et des bas. Il n'empêche que c'est une super joueuse et très très bonne joueuse. Moi, je veux dire, si vous me demandez, incontestablement, je vais mettre devant Bruna De Paola, parce que elle nous a porté à certains moments. Combien de fois Manu m'a dit, heureusement qu'il y avait Bruna. Et voilà, elle a été fantastique. Après, on ne peut pas passer sous silence la saison de Sarah Bouktit, qui a été monstrueuse, qui joue 50 minutes par match, des fois 2 matchs de suite, avec... Je rappellerai simplement que contre Budapest, on a 2 ou 3 joueuses qui font un match terrible à l'aller, qui ne rééditent pas au retour. Sarah était là sur les 2 matchs, à l'aller comme au retour, en quart de finale de Champions League, sur des matchs fondamentaux. Quand tout le monde a peur, on l'envoie au penalty. Elle les marque. Donc moi, je mettrais Sarah incontestablement avec effectivement Bruna. On voit l'importance qu'a pris Jorgensen, parce qu'à certains moments, quand Tamara était un peu moins bien, c'est Chris qui a été présente. Je regarde aussi la sécurité sur les pénaltys. Chloé Valentini est la meilleure ailière gauche du monde. On pourrait comme ça en mettre encore un certain nombre. Mais le choix se porte a fait un très bon début de saison. Et puis on ne peut pas passer sous silence les gardiennes. Quand une n'était pas là, l'autre était présente. Atadou a été extraordinaire à certains moments. Camille, quand on a eu besoin d'elle, elle a été très présente aussi. Je vais mettre presque tout le monde. Voilà, il y a toute une équipe. À Metz Handball, il y a 10 meilleures joueuses. Donc. Voilà. En tout cas, pour Mathieu, c'est donc Tamara Horacek. Ouais. Pour président Bruna De Paola. Je t'ai vu sourire parce qu'il t'a un peu spoilé, mon cher Thibaut. Alors je vais donner mon coup de cœur, ma joueuse de la saison. Plus vous l'attendez, puisque je ne vous l'ai pas dit. Alors tu vas me dire, Mathieu, Bruna De Paola, tu l'as dit pendant toute la saison, c'est la meilleure joueuse du monde. Oui, je le répète, Mathieu, c'est la meilleure joueuse. C'est la meilleure joueuse du monde pour moi. En tout cas, c'est la joueuse qui peut faire le plus de différence sur le plan individuel. Mais pour moi, la meilleure joueuse de cette saison, je suis d'accord avec toi sur Jorgensen et Sarah Bouktit, c'est Atadou Sakho pour moi, parce qu'elle revenait d'une grave blessure
blessure la saison passée. Elle marque des buts en plus. Elle marque des buts et elle est revenue tout simplement à un niveau exceptionnel. Elle a intégré l'équipe de France et aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire, pour moi, c'est la meilleure gardienne de l'équipe de France, puisqu'Amandine Leno va reprendre sa retraite. Cléopâtre Darleux, on le sait, est un petit peu en stand-by à cause de ses problèmes de commotion. Laura Gloser, avec le CSM Bucarest, est peut-être un tout petit peu plus irrégulière. Donc pour moi, effectivement, Atadou Sakho est aujourd'hui la meilleure gardienne française. Mathieu, es-tu d'accord ? On peut le dire. Ça me fait plaisir que tu sois d'accord avec moi pour cette dernière émission. Pas de souci. Et Arnaud, je veux juste rajouter aussi, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. On a perdu quand il n'y avait pas Louise Burgard sur le terrain aussi. Louise a une forme de sécurité en défense et d'assurance en attaque, avec des prises de risque quand il faut, elle n'a pas peur. Et les ballons au pivot, je suis absolument certain que si Louise avait été là sur le quart retour, on passait, certain. C'est aussi le métronome de l'équipe. Et c'est aussi sa meilleure saison à Metz Handball, à Louise. On est d'accord. Mais je ne pouvais pas dire Louise Winter-Burgard parce que tout le monde le sait, c'est un peu ma chouchoute. Donc on m'aurait taxé de... Je ne savais pas. Thibaut. Oui, du coup, c'est aussi mon cas par rapport à Louise. Moi, tu le sais, comme le président, j'aurais cité tout le monde parce que Atadou, bien sûr, Atadou et Camille dans les buts, comme l'a dit le président, quand une est moins en forme, l'autre. On repart sur la liste, attention. Non, on va pas repartir sur la liste. Du coup, pour moi, c'est Christina Jorgensen. Première saison en France on la surnomme ici affectueusement la Queen Christina. Elle fait jouer les autres, elle rayonne, elle a un niveau exceptionnel. Voilà, ce but-là, c'est quelque chose. Et puis, gros coup de cœur pour Sarah Bouktit, parce que, comme l'a dit le président, elle joue quasiment l'intégralité de tous les matchs. Et le fait qu'elle ait été un petit peu par rapport à l'équipe de France, où on mettait en doute quelquefois son niveau, notamment en Coupe d'Europe, elle a montré cette saison que le niveau international, elle l'avait. Et pour moi, encore une fois, à mon avis, c'était cette saison, même si ça n'a pas été l'avis de tout le monde, la meilleure pivot du championnat. Oui, c'est vrai, on ne va pas revenir dessus avec notamment Pauletta Fopa, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand on voit toutes ces joueuses, et tu en as parlé avec notamment Atadou, Chloé Valentini ou Sarah Bouktit ou Christina qui ont brillé lors de cette finale de Coupe de France, casse-tête pour la saison prochaine, on va se projeter, casse-tête pour le brassard de capitaine, parce qu'il y a pas mal de joueuses qui peuvent hériter de ce brassard. Atadou parce qu'elle véhicule plein de choses, Sarah pour le côté symbolique, joueuse du centre de formation qui aujourd'hui a beaucoup d'ambition, et puis il y a des joueuses étrangères qui arrivent, je pense à Anne Mette-Hansen et Alina Grischels, qui sont capitaines à Győr ou au Borussia Dortmund, voire avec la Mannschaft. Oui, mais le choix sera fait au moment voulu s'il n'est pas encore fait. Et je pense que c'est compliqué de faire, pour répondre, vous donner un petit élément, je pense que c'est compliqué de donner le brassard à une joueuse qui arrive et qui ne connaît pas encore la maison, nonobstant les qualités d'Anne Mette, qui a une expérience extraordinaire, capitaine de Győr, et d'Alina aussi, avec l'équipe d'Allemagne, mais je ne suis pas favorable à donner le brassard à une joueuse qui arrive. On saura début juillet, certainement, la capitaine. Oui. Avec notamment donc Anne Mette-Hansen, Jazz Chambertin, Lucie Granier ou Alina Grischels, malgré le départ de Bruna De Paola. Est-ce que Metz Handball, selon toi, peut en tout cas réaliser au moins la même saison que celle qui vient de se terminer ? C'est l'objectif qui sera fixé. On a 9 départs, 4 arrivées, c'est pas beaucoup. Mais je pense qu'on a vraiment la qualité et surtout, ce qui nous a un peu manqué au match retour contre Budapest, l'expérience. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, malheureusement, on ne s'est pas passé sur les 2 matchs. Regardez la moyenne d'âge de Budapest, regardez la nôtre. Des joueuses comme Anne Mette ou Alina ne trembleront pas dans ces moments-là. Ils sont capables même à elles seules, comme Louise Burgard, par exemple, de prendre les responsabilités quand il le faudra. Moi, j'ai il y a une certaine fatigue actuellement mentale ou quoi, mais j'ai quand même hâte que la saison reprenne. J'ai hâte de voir. Ça fait 6 jours qu'elle est terminée. Oui. La ligne d'arrière du Danemark et la ligne d'avant de l'équipe de France, ça a de la gueule avec 2 gardiennes extraordinaires. Le tout petit doute, c'est le fait qu'on a peu de joueuses de remplacement, quoi. On avait 3 arrières droites l'année dernière, 3 pivots, 3 arrières gauche. L'année prochaine, on a 2 joueuses par poste, point. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il faut regarder financièrement comment on arrive peut-être à d'ici le début de la saison, peut-être avoir une 15e joueuse, ça serait bien, parce que pour l'instant on a un groupe de 14 et on voit bien avec
les blessures de Chamila, d'Emajak, Sarah Bouktit à un moment donné, de Louise Burgard. L'année prochaine, quand ça va arriver, ça va être complexe. Une 15e joueuse pour quel poste potentiellement? Je pense sur la ligne d'arrière, parce qu'on a des joueuses comme Alina, à mon avis, qui peuvent jouer arrière droite. Christina peut jouer arrière gauche. On va pouvoir jouer là-dessus, mais si une de ces joueuses se blesse, ça sera compliqué. Donc moi, j'aimerais, et Manu aussi aimerait, mais il faut regarder financièrement. C'est un peu le talon d'Achille de la saison. C'est une saison difficile financièrement, très difficile. On va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est vrai que pour concocter cette équipe, il y a eu des gros coups, Anne Mettensen et Alina Christels, et puis derrière, effectivement, il a fallu faire des choix, notamment par exemple au poste d'ailière gauche, Zalieta Mlamali qui arrive. Donc c'est vrai que c'est une jeune joueuse du centre de formation qui complète le poste de Chloé Valentini. C'est aussi ça, hein, il faut trouver un bon équilibre dans l'équipe avec des finances loin d'être extensibles. Pour répondre à l'étonnement que je vois parfois sur les réseaux sociaux, Metz Handball n'a pas pété les plombs en faisant venir Anne Mettensen ou Alina Grisel. Bien sûr qu'on a fait un effort, mais la masse salariale l'année prochaine sera inférieure à celle de cette année. Inférieure. Et donc pour ça, comme tu le dis Arnaud, on a comblé avec des joueuses du centre de formation, ou en tout cas qui appartiennent à Metz, comme la jeune pivot qui était à Saint-Amand, comme Zaliata. Mais Zaliata, elle est à niveau D1. Si elle ne joue pas à Metz, il faut la laisser partir. Donc on a souhaité la garder. Et Mathusella a toujours donné satisfaction avec Julie Leblévec. On aura 3 joueuses sur le poste à droite. Voilà, donc je pense que c'est bien. Il fallait faire des choix. On a choisi l'expérience et on comble avec les joueuses du centre de formation et des joueuses. Ça sert à ça, le centre de formation. Mathieu, peut-être une question par rapport justement à cette composition d'effectifs, notamment certains numéros 2 qui viennent du centre de formation. Je sais que ça t'a beaucoup interpellé par moment cette saison. Non, mais une chose qui a beaucoup interpellé les gens d'une manière générale, c'est sur le poste de pivot, le fait de faire le choix du retour de Mia Berkic pour aider Sarah Bouktit. Sarah Bouktit qui est encore très jeune. Certains auraient peut-être voulu voir une pivot plus expérimentée, à l'image de Lusa Schulze cette année par exemple. Ça a pu surprendre un petit peu les supporters de voir ce choix de Metz Handball. Sarah Bouktit est dans le top 5 des meilleurs pivots du monde. Peu importe qu'elle ait 21 ans ou 22, c'est un des 5 meilleurs pivots du monde. Moi, j'échange Sarah avec personne. Actuellement, personne. Franchement, en plus, elle prend une place dans l'équipe incroyable. C'est une référence en termes de travail. C'est l'ADN de Metz Handball. Donc voilà, on n'a pas non plus voulu lui mettre, entre guillemets, entre les pattes une joueuse qui puisse lui empêcher de continuer à s'épanouir. Et on pense que Mia a des qualités qui peuvent se révéler à Metz. C'est pour ça qu'on l'a fait venir il y a 2 ans, et qu'on l'a prêté 1 an. Donc on va voir ce qui se passe. Thibaut, parmi les 4 recrues que j'ai données, Lucie Granier, Jazz Chambertin, Anne Mettensen et Alina Christels, quelle est la joueuse que tu as hâte de découvrir sous le maillot de Metz Handball? Ne me dis pas toutes. J'allais dire sincèrement les 4. J'ai hâte de voir la paire d'ailières sur le terrain, Granier, Chloé, Valentini. Jazz, hâte de voir ce que ça va donner. Mais, oui. Mais tu t'attends à ce que je te dise Anne Mettensen parce que c'est la capitaine de Győr et que oui évidemment, mais encore une fois on a juste hâte de voir ce que ça va donner, ce que le GOAT Manu Mayonnatte va réussir à mettre en place pour dès ce tournoi international à Metz. J'ai hâte plutôt d'être là pour voir si ça va prendre et comment ça va prendre. Voilà, c'est plutôt ça. Thierry, justement, je rebondis sur les propos de Thibaut. Ce tournoi international, donc mi-août à Metz Handball, aux arènes de Metz, je crois, c'est un moment déjà un petit peu symbolique qui va lancer la saison et c'est une grande première. Oui, on n'avait jamais fait ça. On est invité un peu partout en Europe. À certains moments, il faut quand même savoir rendre les invitations. On a la temporalité fait que c'est exactement au moment où on récupère nos 5, 6, 7 internationales. Elles vont arriver et donc on va partir en stage et tout de suite après jouer ce tournoi. Je pense qu'on a besoin de travailler contre des équipes de très haut niveau. On ne souhaite pas pour l'instant préparer notre saison avec des équipes françaises. C'est un choix de l'entraîneur. Je pense que ça nous a réussi jusqu'à maintenant. Et puis, ça permet de faire découvrir la ville à certaines joueuses étrangères. Voilà. Thierry, si je te dis le 27 juin, je présume que tu sais exactement ce qu'il se passe ce jour-là. Je ne sais pas encore le résultat du 27 juin, mais c'est ce qui s'y passe. C'est le tirage au sort, messieurs, de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a un souhait parmi les équipes à retrouver dans la poule, éviter peut-être Győr, parce que ça fait 2 années de suite? Alors, j'ai 2 souhaits. Premièrement, Vipers.
champion d'Europe, parce que j'avais vraiment envie de me mesurer à cette équipe. Et je pense Manu aussi. Et le deuxième souhait, alors Győr, oui ou non, enfin j'en sais rien. Győr, ça serait un grand plaisir de voir Bruna revenir. Mais je vais dire Vipers en premier. Et deuxièmement, après des équipes géographiquement faciles à jouer, comme une équipe allemande par exemple, parce que en termes d'économie et de déplacement, c'est bien. Oui, ça a permis d'éviter le Lokomotiva Zagreb ou encore Kastamonu, que j'arrive enfin à prononcer. C'était épouvantable. Ça a troué le budget déplacement de façon incroyable. Messieurs, on le sait, l'an prochain, Nantes, Brest et Paris 92 seront encore peut-être plus forts, théoriquement. Quelle est l'équipe qui, pour vous, sera encore... Est-ce que ça sera peut-être Brest? Quelle est l'équipe, en tout cas, qui sera l'adversaire numéro 1 de Metz Handball? Mathieu? C'est dur à dire. Depuis le début du projet pour Nantes, je dis que ça peut être un projet intéressant parce qu'il vise sur le long terme. C'est pas une injection de sommes gigantesques pour attirer les plus grandes joueuses et puis faire un one shot. Non, c'est un projet qui s'inscrit peut-être dans la durée, qui est peut-être plus réfléchi que certains autres projets qu'on a pu voir par le passé. Donc c'est peut-être une équipe qui va tout doucement s'approcher de sa maturité, même si c'est une équipe qui renouvelle encore une fois beaucoup de son effectif. Donc ça reste à voir, mais c'est une équipe dont j'attends des performances accrues, qui a peut-être parfois pu décevoir avec des contre-performances cette saison. C'est peut-être enfin l'année où ça va être plus stable, à voir. Et il y a de la cohérence, puisque Tamara Horacek sera chez les Neptunes de Nantes. Avant de t'entendre, Thibaut, par rapport au projet des Neptunes de Nantes, justement, c'est vrai que Mathieu a raison, il y a une forme de cohérence en tout cas. Je sais pas. Ah. Tout à fait de votre avis, parce que on connaît dans le milieu les sommes qui sont dépensées pour faire venir des joueuses, et tant mieux pour elles. Mais on est sur une pente de salaire qui n'est pas du tout raisonnable par rapport au niveau de certaines joueuses. Donc je ne cautionne pas ce genre de choses. C'est ce qui fait, alors, peu importe que ce soit Nantes, Brest ou d'autres, mais je sais les salaires qui sont proposés à mes joueuses et qui sont acceptés ou refusés. On se rappelle que l'an dernier, Orlan Canor avait reçu notamment un pont d'or de la part de Nantes. J'entends les sommes, elles sont absolument délirantes, donc je ne partage pas votre avis. C'est encore une fois... Alors, ils n'ont pas la culture de Metz Handball, ils n'ont pas la réputation, ils n'ont pas la même attractivité, donc c'est le seul moyen probablement qu'ils ont, mais je trouve que les salaires sont... Alors tant mieux, ils peuvent les payer, j'ai rien à dire, c'est leur politique, mais et c'est sûrement une politique sur le long terme, c'est pas ça le problème. Je regrette ce dérapage et cette ascension des salaires, mais c'est aussi une technique, parce que quand vous proposez des sommes comme ça à des joueuses, même si elles veulent rester à Metz, elles peuvent vous dire, regarde quand même ce qu'on me propose à côté. Donc ou vous suivez ou vous suivez pas, moi je suis jamais. C'est comme ça. Et on a été en concurrence sur Léna Granvaux au moment où il était à Bourg de Péage. J'ai fait une offre à Léna Granvaux. Nantes et Brest sont arrivés derrière avec un matraquage absolument phénoménal en termes de rachat et en montant de salaire. Et je ne me suis absolument pas aligné. J'ai dit je ne ferai pas un centime de plus et qu'elle aille à Nantes. Elle est allée à Nantes. Je n'ai pas de regret. Et elle vient de prolonger pour 2 saisons supplémentaires. Thibaut, l'adversaire numéro 1 de Metz Handball la saison prochaine. Pardon Arnaud, mais Nantes sera l'adversaire numéro 1. Parce qu'il y a Tamara, j'avais la bonne réponse. Oui, parce qu'il y a Tamara, parce qu'il y a un bon entraîneur, parce qu'il y a plein de choses. Je dis, bon, Brest fera sûrement une très bonne saison, mais je pense que Nantes sera meilleur que cette année. Et c'est vrai qu'il y a un vrai projet, que ce soit pour le hand, mais aussi pour le volley, puisque cette équipe de volley a par exemple nommé un nouvel entraîneur qui est tout simplement l'adjoint de l'entraîneur qui vient de remporter la Ligue des Champions, donc en volley féminin. Mon cher Thibaut, toi, est-ce que tu vois Nantes ou alors peut-être Brest, ton meilleur ami brestois? Meilleur ennemi? Je suis assez d'accord, je vois aussi Nantes, je serais en plus content pour Tamara, même si Nantes, il y a aussi le départ de Nathalie Hagman, qui peut peut-être aussi leur faire un petit peu mal, superbe joueuse au passage. Après avoir, j'en parlais tout à l'heure, si Brest arrive à repartir sur un cycle avec une osmose entre les joueuses, si le coach arrive à faire passer arrive à créer quelque chose qu'il n'a pas forcément réussi à créer cette saison. Brest, petit lapsus, mon cher Thibaut. Brest ou Nantes. On va passer, si vous le voulez bien, à la dernière partie de cette émission. C'est l'heure de la conférence de presse. Il
nous reste encore quelques minutes, Thierry. Voilà, derrière moi, il y a écrit Mesqué, un club, repris au FC Barcelone. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on voit le public aujourd'hui, ce qui s'est passé à Bercy, ce qui s'est passé aux arènes cette saison, il y a une vraie identification, vraiment, des Mosellans, des Messins, d'un département au club de Metz Handball. Oui, je l'ai dit, il n'y a jamais eu un capital sympathie aussi fort. Bon, on voit là, on est vraiment très très heureux pour les joueuses de l'accueil réservé par les supporters qui viennent 1 heure ou 1h30 avant le match. Je pense que cette montée sur le tapis rouge, c'est un des éléments qui nous a poussé très 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 fort, notamment contre Győr. Et on a été très très content de le rééditer contre Budapest parce que la première chose que Manu peut dire ensuite quand on est investi, regardez, eux ils sont là, ils ont fait le taf, c'est à nous de le faire maintenant. Ils sont venus avant, ils vous ont encouragé, franchement on a des supporters absolument extraordinaires et c'est une des raisons du succès de Metz Handball. J'entends aussi les sacrifices financiers qu'ils font puisqu'on a fait une hausse des billets importants, des abonnements importants, ils ont tous suivi en nombre et plus qu'avant, donc la réussite, c'est un des facteurs clés de Metz Handball et je veux ici remercier les Endiablés, les fans messins et aussi le Mur Jaune, les 3 clubs de supporters qu'on a et qui font un travail remarquable. Mathieu, tu avais peut-être une question justement par rapport à ça. Par rapport aux supporters, ça a pu faire grincer un petit peu des dents au début de saison dernière, le changement de positionnement, le changement de tarif, mais finalement ça a fini par payer pour Metz Handball parce qu'on a eu une affluence incroyable, des ambiances assez incroyables et on a pu entendre aussi les joueuses nous le dire. Parfois il faut passer par ces chemins-là pour atteindre le sommet. Oui. L'augmentation, elle est jamais souhaitée, mais nécessité fait loi. Quand vous faites le budget puis que vous voyez où vous en êtes, vous êtes obligé de... Voilà, et je remercie encore une fois tous ces gens qui ont répondu présent. Mais en dépit de ça, l'augmentation de l'affluence de 40%, la boutique qui a fait un malheur cette année, très très bien travaillé, toutes comment on va dire, les efforts qu'on fait en termes de déplacement pour que Manu ait une qualité de déplacement, mais Manu le sait très bien et parfois il fait des sacrifices sur plein de choses. En dépit de ça, on termine une année déficitaire en raison en particulier de la crise énergétique. Je rappelle qu'au mois de décembre, le budget de déplacement de l'équipe était plombé, déjà été consommé au mois de décembre, alors qu'il fallait aller jusqu'à juin. Donc vous pouvez imaginer les difficultés. Ça a augmenté de 40%. Le calendrier aussi était compliqué. On a beaucoup voyagé tout de suite. Et on a peu reçu, et en plus c'était pas les plus grosses affluents, donc c'est une année financièrement compliquée. Je remercie les 3 collectivités, le département, la ville et la région, à qui j'ai été expliqué la situation et qui vont nous aider de façon conséquente, et aussi à garder les internationales françaises ou danoises qui, j'espère, apporteront des médailles localement, parce que c'est aussi un enjeu énorme. Vous imaginez bien que toutes nos joueuses, en plus de celles qui sont parties, étaient aussi très démarchées. Question comme d'habitude de ma part à 10 €. La montée du FC Metz en Ligue 1 est-elle pour Metz Handball une bonne nouvelle en termes de partenariat? Bien sûr, moi je m'en réjouis d'abord parce que j'adore Bernard Serin. J'ai le plus profond respect pour tout ce qu'il a fait et porte le club vraiment à bout de bras. Et on a la chance de l'avoir. Je pense que vous avez, il y a au foot un entraîneur cultivé, remarquable, qui est plein de sérénité, qui a fait aussi un travail absolument fabuleux. J'ai beaucoup d'affinités pour Hélène Schrub aussi qui mène le club de façon... J'aime beaucoup de gens dans ce club et tout leur environnement. Donc Emmanuel adore le foot. On est très très proches et franchement on a vibré pour eux. On est très content de ça. Moi je dis que, et on en est absolument persuadé, une ville comme Metz, les grandes villes se doivent avoir 2 clubs au plus haut niveau. C'est un club masculin, un club féminin. On est incroyable club complémentaire. Je vous dirais pas ça si on avait par exemple 2 équipes de basket féminin ou des choses comme ça. C'est un sport d'extérieur, un sport d'intérieur. Il commence le championnat bien plus tôt que nous, il s'arrête en hiver, nous on continue. Franchement, il y a une complémentarité et les partenaires qui sont chez eux viennent aussi chez nous. On a, je vais en citer Dodo, de Mathieu Hébard, etc. Et ils faiblissent pas dans leur encouragement, c'est le même que le FC Metz soit en D2 ou en D1, ça change rien et je souhaite vraiment que ça continue comme ça. On vit une histoire d'amour entre ces 2 clubs, on est très content pour eux. Mathieu. Et moi j'ai toujours un œil aussi sur la formation. C'était la première année de Nina Canto qui a pris la relève de Clément Alcacer. Quel bilan est-ce qu'on peut dresser de cette première saison? Une bonne saison sur le plan sportif. Il faut qu'on s'améliore encore dans le recrutement. On a une joueuse qu'on ciblait, qui nous est passée entre les pattes
qui est pour moi la meilleure arrière gauche d'avenir chez les jeunes, qui nous avait donné son accord, qui avait donné à Nina son accord et qui finalement va dans un autre club à Besançon. Donc je suis un peu déçu et je crois que cette année notre recrutement est insuffisant en termes de centre de formation et j'ai mis aussi une pression à Nina là-dessus. Elle n'en est pas responsable, c'est pas le problème, mais on doit être meilleur en termes de recrutement. Alors on a d'autres clubs qui travaillent beaucoup et c'est vrai que il y a des joueuses qui rentrent chez nos centres de formation et qui, à l'inverse, jouent déjà en équipe première dans d'autres équipes. Angela Zagar nous a donné, c'est l'arrière droite slovène d'1m96, nous a donné la préférence pour entrer au centre de formation chez nous, alors qu'elle avait une proposition pour numéro 1 arrière droite dans un club bien placé du championnat français. Donc c'est difficile pour Nina aussi de lutter vis-à-vis de ces choses-là, mais il faut absolument qu'on attrape les meilleurs talents français, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a des joueuses qu'on peut s'attendre à retrouver chez les Dragons dans les prochaines années? On sait qu'Andrea Zagar a malheureusement été blessé, ça va être plus compliqué. Angela va faire la préparation avec nous. On a une jeune demi-centre au centre de formation aussi. Delia Golvet. Voilà, tout à fait. Donc on aura besoin d'une troisième gardienne aussi, puisque Mélanie Alter est prêtée. Donc, oui, il y aura des jeunes joueuses vont faire la préparation avec nous. On sait que vous rivalisez d'ingéniosité pour nous sortir toujours des présentations de joueuses assez exceptionnelles. On se rappelle tous de l'an dernier à la cathédrale de Metz. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une petite idée de ce qu'il y aura en septembre prochain ou peut-être en octobre? Oui, on peut avoir une petite idée. On a un projet qui est en train de se mettre en place. La ville est extraordinaire. On n'a pas encore visité tous les endroits. On n'a pas encore mis en valeur tous les endroits. Et j'ai une idée derrière la tête. J'attends que mes collaborateurs travaillent un peu pour voir ce que ça peut donner. Mais ça peut être... ça sera, si on arrive à mettre cette idée au point, extrêmement originale aussi. On a hâte en tout cas de savoir. Voilà, et donc, non, je brûle d'impatience de vous le révéler, mais il faut qu'on voit... Je sens que ça vous brûle les lèvres quand même de nous le dire. Il faut retenir de très très fort, il faut avoir l'accord de la ville pour utiliser certains endroits. Et voilà, et donc on avance sur le projet, mais j'espère que ça sera très sympa. Mathieu, je crois que tu avais une question aussi par rapport au Moselle Open. Oui, le Moselle Open a changé ses dates. On sait que ça a toujours un impact particulier sur Metz Handball. Notamment, on a parlé des nombreux déplacements en début de saison dernière. Cette fois-ci, ce sera en novembre, juste avant la trêve internationale, il me semble, pour le championnat du monde. Quel impact est-ce que ça va avoir encore sur Metz Handball cette année? C'est aussi catastrophique chaque année. Le plus catastrophique, c'est d'aller jouer à Nancy, parce que dans le préjudice financier, c'est aussi ce match à Nancy qui nous a coûté très cher en termes de déplacement, avec peu d'affluence, peu de public qui a suivi. Donc il tombe aussi mal qu'en début de saison. C'est aussi dramatique. On a émis des vœux auprès de l'EHF et de la Fédération française de handball pour ne pas jouer à ces moments-là. Mais alors l'année dernière, ça nous a réussi de jouer à l'extérieur. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas à chaque fois. Et encore une fois, ça coûte très très cher. On se retrouve en déplacement trois week-ends de suite. On ne fait pas de recettes, c'est compliqué, très compliqué. Par contre, bon, on est aussi supporter et partenaire de l'événement, puisqu'on avait, je crois, une loge où on travaillait avec eux, mais bon, c'est comme ça. Dernière question. On a souvent entendu parler d'un CDI pour Emmanuel Mayonade. Alors à quand le CDI, et à titre personnel, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à diriger ce club, peut-être plus que jamais? Alors, c'est... comment je veux dire, en termes d'attachement au groupe, j'étais chaque année attaché à des joueuses emblématiques, Isabelle Wendling, Nina Canto, Anna Gros, Grace Zahadi, Orlane Canor, enfin je vais en citer plein. Mais là, c'est un attachement à un groupe, c'est encore plus fort. Vraiment, il émanait quelque chose de ce groupe, même si effectivement, Bruna, personnalité, j'ai des rapports, on va dire, affectifs particuliers avec la capitaine, à qui j'essaie de véhiculer un peu d'aider à véhiculer un peu les images du club. Mais c'est un groupe vraiment fantastique. J'étais au bord des larmes ce dernier match. C'était compliqué à Bercy de se dire au revoir. Franchement, c'est un attachement assez incroyable à ce groupe-là. Après, à chaque fois, celui d'après est bon, meilleur ou attachant pour d'autres raisons, mais ça c'était tout le groupe, c'était pas une personnalité plus que l'autre. Ça c'est la première question. Pour Manu, bien sûr que si demain il me signait un CDI, je serais très content, mais si j'étais à sa place, et
je cherche vraiment toujours comme c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un qui m'est très proche, c'est un copain, un frère, un fils, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais si j'étais lui, j'aurais envie, ou je postulerais à l'équipe de France à un moment donné ou à un autre. Il peut faire les deux. Moi, je le souhaite de tout mon cœur. Maintenant, il peut. Moi, je souhaite qu'il postule à l'équipe de France. Après, le président de la Fédé décidera, je veux dire. Mais j'aimerais bien pour lui qu'il vive l'aventure avec l'équipe nationale. Il l'a déjà eu avec une équipe étrangère. Tous les entraîneurs en rêvent. Et comme j'adore ce type-là, j'aimerais bien que ses rêves s'exaucent. Voilà. Maintenant, après, il fait partie, comme Isabelle Wendling à l'époque, des gens à qui je donne un contrat et il signe jusqu'à quand il veut, quoi. Je veux dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ou même des fois, on se rappelle pas qu'il l'a signé. On avait oublié qu'il n'avait pas signé. La CNCG m'a dit, j'ai pas le contrat de Mayonnaise. Je dis, pardon, excusez-moi. Bon, voilà, quoi. C'est comme ça. C'est une relation assez incroyable. Et encore une fois, on a tous envie que les souhaits des êtres chers se réalisent. Je lui souhaite que celui-là se réalise. Voilà. Merci en tout cas beaucoup Thierry d'être venu sur ce plateau. Merci à vous pour cette saison aussi exemplaire grâce à Dragon Mag, c'est important. Merci beaucoup Thierry, merci à vous deux d'être venus tout au long de cette saison. Je n'oublie pas non plus les autres chroniqueurs, Rémi Alézine et Thomas Lavaux. Je remercie également tout particulièrement toutes les équipes techniques qui ont œuvré toute la saison pour vous faire vivre cette 3e saison de Dragon Mag. Et j'ai le plaisir déjà de vous annoncer qu'il y en aura une 4e la saison prochaine. On se retrouve évidemment donc à partir du 1er septembre. D'ici là, portez-vous bien, bonnes vacances et évidemment, bye bye.